Les fours à goudron de l'ère moderne, l'Usurnots, sont apparus au début du XIXe siècle, en même temps que les distilleries, et ont fonctionné jusqu'au début du XXe, voire jusqu'en 1950 pour des productions locales couvrant des besoins familiaux. Ils sont entièrement maçonnés. Les fondations adoptent généralement le plan carré, soit environ 6 mètres par 6 mètres. Ces fours peuvent atteindre 3,50 m de haut. Le four représenté photos 1 et 2 est décrit par le mimisanais Serge Barrault et situé à Onesse. Comme dans les ournes de gaz, la sole circulaire est d'un diamètre de 3,40 m est en pente, avec au centre le creuset et le conduit qui amène le goudron vers l'extérieur dans un réceptacle, la fosse à goudron abritée par une petite construction en bois, comme l'on voit sur la photo et le schéma. L'entrée en voûte sur le devant, scellée pendant la cuisson, servait à installer le bois dans le four et bien sûr à le vider de tout le charbon de bois à la fin. Le remplissage se terminait par le dessus du four, par une ouverture de 0,70 m de diamètre, obstruée par une couronne en fonte. Cette ouverture servait à l'allumage et à l'évacuation des gaz et fumées. On notera, en bas à droite du tunnel d'accès, un petit ouvrage maçonné destiné à accueillir une chaudière pour recuire le goudron. Là aussi, le charbon de bois, du fait de sa haute teneur en carbone, était très apprécié des forgerons pour alimenter leurs forges. Ces fours pouvaient se situer dans les distilleries, mais on en trouvait pratiquement dans tous les quartiers autrefois. Il en reste encore certainement quelques-uns cachés dans la végétation. Pour plus de précision, je vous conseille les ouvrages de Robert Offand et François Thierry, ainsi que de Serge Barrault et Jean Bourdin. Vers le début du XIXe siècle, on a vu apparaître les premières entreprises dédiées au traitement des produits résineux, les distilleries modernes, les Uliares. Suite aux grandes plantations de pins maritimes sous Napoléon III et donc devant l'afflux de matières premières, ces usines se sont multipliées, agrandies et perfectionnées. Le principe de fonctionnement d'une distillerie, comme on peut le voir sur le schéma, est quasiment identique au schéma de la production artisanale de nos aïeux, mais à une plus grande échelle. La mise en place du système Hughes et l'amélioration de la qualité et de la teneur de la résine en térébenthine ont vu la production d'essence de térébenthine prendre le pas sur la production de colophane. Il y avait généralement 3 bâtiments principaux. Bâtiment 1 pour le déchargement, le stockage et la décantation des produits récoltés. Puis les produits décantés prennent la direction du deuxième bâtiment, le bâtiment de distillation. La gemme est d'abord épurée en chaudière, mélangée à de l'eau pure et du sel, puis transvasée dans l'alambic où la vapeur passe alors dans la cornée vers le serpentin, où l'eau et l'essence de térébenthine sont liquéfiées et séparées. Au bout d'un moment, dans l'alambic, il ne reste plus que la colophane, qui est alors extraite pour préparer une nouvelle distillation. La plus belle colophane est exposée au soleil dans des grandes coupelles en métal, appelées aussi lustos, pour la faire blanchir. Et enfin, les produits finis prenaient la direction du dernier bâtiment pour le conditionnement et le stockage. Le bâtiment de chauffe et de distillation devait être éloigné des autres bâtiments d'au moins 10 mètres en raison des risques liés à l'évaporation naturelle de la térébenthine des produits en décantage ou stockés. Le barasse, résine raclée sur la carre et les déchets, les griches, sont conservés pour être traités en fin de saison. Fondus avec de l'eau chaude, on faisait couler ce liquide poisseux vers le terreuil où se trouvaient des moules à même le sable. On fabriquait par ce moyen la colophane du pauvre, c'est-à-dire le bré aux résines jaunes. Bien sûr, je n'expose ici que les grandes lignes du procédé, qui étaient un petit peu plus compliquées que cela. Vous pouvez faire arrêt sur image pour regarder le circuit de distillation en détail. La photo 1 montre le bâtiment de stockage des produits bruts. La photo 2 montre le haut de l'alambic dans le bâtiment de distillation. Enfin, la photo 3 montre la colophane tirée de l'alambic blanchissant au soleil. Voici un tableau, d'après Robert Offand, résumant l'utilisation des produits issus de distilleries en 1917. Je vous invite à faire un arrêt sur image pour pouvoir examiner à loisir ce tableau. Après 1917, avec les progrès techniques, ces produits trouveront d'autres utilisations, comme le chewing-gum par exemple. Car la gamme d'essences de bré et de colophane obtenue s'élargira. Puis, l'essence de térébenthine et les goudrons ont vu arriver des concurrents issus des produits pétroliers,
le white spirit et le bitume. Si la qualité de ces derniers est moindre que celle des produits résineux, ils sont beaucoup moins chers à produire. Puis la résine de nos forêts elle-même s'est vue concurrencée par des résines à bas prix importées de Chine, d'Amérique du Sud et du Portugal. Et donc fatalement, les revenus des propriétaires baissant, la vie des résiniers ne pouvait que suivre. Les propriétaires préférèrent de plus en plus exploiter leurs parcelles pour le bois, notamment pour les papeteries. Puis, en 1976, le gouvernement décida de limiter autoritairement la production afin de décourager les exploitants de continuer dans cette voie, ce qui provoqua une crise. Et fatalement, au début des années 80, le gémage et la distillation disparurent complètement. Victime de la mondialisation, beléo. Voilà pour cette histoire du gémage dans la forêt landaise. Si vous désirez en savoir plus, parce qu'il est difficile d'entrer dans le détail dans ce type de vidéo, je vous invite à lire les différents ouvrages qui ont été consacrés à ce sujet. Et bien sûr, à venir à Biscarrosse visiter le sentier des résiniers de Cugne. Peut-être à une autre fois pour raconter une autre facette de la vie de chez nous. Gramme 6, Adichatsi à la rebelle.